entamer tout de suite ce que je vous propose, ce second sujet. Un second sujet qui concerne évidemment un sujet d'actualité, le narcotrafic. C'est un choix de M. Beaujour. Hein. Il a choisi le sujet du narcotrafic. Alors on va l'aborder, on va confronter évidemment les points de vue. Hein. Je voudrais commencer avec cette première question. Jean-Claude Beaujour. Le narcotrafic contrôle, corrompt et tue à Marseille. Vous êtes Marseillais vous-même, hein, Jean-Pierre Colombiès. Un rassemblement d'envergure pour Mehdi Kessassi. Ça, c'est une déclaration de Mehdi Kessassi. Le narcotrafic contrôle, corrompt et tue. Alors, Jean-Claude Beaujour, ce qui change aujourd'hui, est-ce que ces mafias tuent beaucoup plus qu'avant? C'est votre spécialité, hein, puisque je crois que vous avez, comme on le voit avec le meurtre de Mehdi Kessassi, d'accord? Est-ce que c'est vraiment le cas? Et pourquoi une telle dérive sanglante, selon vous? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Absolument. C'est pas simplement parce qu'il est dans l'actualité. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de très nombreuses reprises sur le sujet du narcotrafic parce qu'on parle de Marseille. En préparant ce sujet, on s'est rendu compte avec un haut cadre de la préfecture de police qu'en réalité, toutes les régions de France étaient désormais touchées. Avant, on pensait que c'était 2-3 grandes villes, et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup parlé de Marseille. Mais en réalité, quand on a fait le panorama, alors dans le document, la note que j'ai pu consulter, au départ, c'est quels sont les principaux points où le narcotrafic est présent. Et quand j'ai vu la liste, je me suis dit, mais toutes les régions sont concernées. J'ai eu également l'occasion de signaler ce sujet parce qu'une bonne partie du trafic de cocaïne passe par les îles françaises de Guadeloupe, Martinique et le département de la Guyane. Et je corrige juste une petite faute que j'ai... Enfin, je la corrige tout de suite parce que sinon, je vais me faire taper dessus. C'est que j'ai dit déclaration de Mehdi Kessassi. Il est mort. C'est pas Mehdi, c'est son frère Amine Kessassi. Et pardonnez-moi évidemment, absolument, j'ai fourché. Voilà. Mais je vous ai interrompu, mais c'était important pour moi, cette correction. Absolument. Mais c'est dire c'est avant tout la preuve qu'on est tétanisé par ce phénomène et c'est cela qui fait qu'on peut ici ou là fourcher. Oui, le narcotrafic tue. Tout d'abord, les actes de violence ont explosé. Vous savez, par exemple, on parle de Marseille, mais par exemple, à la Guadeloupe, à mi-année, on était à plus de 26 homicides volontaires. Au mois de juin pour une population de 350 000 habitants. Vous voyez un peu 26 homicides qui tuent beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Quand je dis des enfants, j'ai envie de dire à 16, 17 ans, des jeunes se tuent et s'entretuent. Le narcotrafic crée de la violence parce que ce sont désormais des gangs qui n'ont plus de limites, on ne respecte plus l'institution, donc avant on avait même peur du policier, maintenant on n'a pas peur du policier, parce que le narcotrafic, les enjeux financiers sont colossaux, il y a de l'achat d'armes, il y a des armes, donc il y a vraiment cette... je ne sais plus quel homme politique qui a dit une mexicanisation. C'est M. Retailleau. Il a raison, c'est Bruno Retailleau. On parle désormais de mexicanisation. Comme ce qui se fait en Colombie, etc., là où il y a véritablement des gangs. Et pas que Bruno Retailleau d'ailleurs. Il y a véritablement des gangs avec des moyens considérables, des gens qui imposent leurs lois, des gens qui précisément, la globalisation, elle a apporté aussi avec elle tout cela, puisqu'il y a de nouveaux marchés pour ces gens-là. Et donc oui, ça tue. Oui, il y a de l'insécurité. Maintenant, c'est d'une violence. Et dans certaines régions, on n'ose plus sortir le soir parce qu'on a peur d'être agressé. C'est de l'argent sale qui corrompt. C'est une réalité aussi. Une réalité. Cet argent sale corrompt parce que de ce qui m'est dit, c'est qu'il y a un nombre considérable de gens qui vivent désormais, de gens... entre guillemets, des citoyens qui n'ont pas le sentiment d'être dans le narcotrafic, mais qui vivent considérablement du narcotrafic. Destruction de nos institutions.
autant d'éléments qui me font dire qu'on est un peu... vous connaissez le film Le Parrain, c'est un petit peu cela. On est désormais dans des systèmes où l'État est en train d'exploser, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus d'institutions, il y a de la corruption, il y a des gens qui ne vivent que de la drogue et il y a de l'insécurité. Alors c'est quoi votre conviction personnelle, avant de donner la parole à Jean-Pierre Colombiès? Votre conviction personnelle, c'est perdu d'avance? Non. On part de loin? Absolument. Alors, vous, l'avocat, vous, l'homme politique? Alors, je vais vous dire. Oui, parce que vous écoutez parler, j'ai l'impression que c'est perdu d'avance. Non, j'ai répondu à votre question puisque vous m'avez dit, est-ce que c'est vrai que le narcotrafic tue? J'ai répondu à votre question. Maintenant, vous avez vu qu'il y a une loi qui est encore très récente, 13 juin 2025, qui est bien insuffisante, très probablement avec un parquet pour lutter contre le narcotrafic. Moi, j'ai envie de dire, et quand je vois un peu, je rentre cette nuit des Antilles, j'étais allé sur le terrain, justement sur ce sujet. Quand on voit les points de passage, il faut qu'on ait les moyens de lutter contre le trafic de drogue, qui sont aujourd'hui grandement insuffisants. Donc on part de trop loin, alors? On part de très loin. Et on part de trop loin aussi. On part de très très loin, on ne s'y est pas attaché pendant trop longtemps. J'ai parlé des Antilles, mais il y a aussi à La Réunion, le sujet se pose à La Réunion. Vous savez, par exemple, moi j'interroge les gens sur le terrain. Quand vous avez des unités qui sont envoyées sur place, mais quelques semaines, ça ne suffit pas, il y a un travail, il y a des moyens. Vous savez que le fleuve, lorsqu'on est en Guyane, on s'aperçoit que 600 km de fleuve frontière, comment est-ce qu'on organise le contrôle de 600 km de nos frontières? Mais M. Beaujour, aucun pays n'a gagné la guerre contre la drogue. Aucun pays aujourd'hui dans le monde n'a gagné la guerre contre la drogue. C'est pas qu'on l'a pas gagné. On a simplement limité les dégâts. On l'a pas mené. Mais moi, alors, vous voyez, Si, vous me posez la question, en Amérique latine, avec un préjugé, puisque vous me dites qu'aucun pays, comment est-ce que, sous-entendu, comment est-ce que nous pourrions le gagner? Je dis que pendant trop longtemps, on a minoré le sujet. Non, on l'a ignoré, c'est pas la même chose. On l'a ignoré. C'est un homme politique, c'est pour ça. Justement, j'ai une réponse quand même. Non, mais on l'a ignoré et minoré parce que ça ne concernait que les quartiers, parce qu'il y avait aussi une facilité intellectuelle sur le rapport à la drogue. Moi, j'ai entendu dire récemment, il faut aussi que ceux qui consomment soient aussi visés, parce que ceux qui achètent de la drogue ne sont pas que des pauvres. Ce qui est déjà dans la loi. Ce qui est déjà dans la loi. Il n'y a pas besoin de loi supplémentaire pour ça. Non, absolument. C'est pour ça que je dis... Ça, c'est du bidon, on le sait, c'est du vent. Il faut rendre... Je vous ai dit, j'ai entendu dire cela. Encore faut-il appliquer la loi et lutter effectivement plutôt c'est un problème. Lutter effectivement, et j'insiste sur ce mot, contre le trafic de drogue. Je disais Jean-Pierre Colombiès, effectivement l'Amérique latine, mais il y a aussi l'Italie, pays voisin. Oui, mais pas que, Adil. Non, mais attendez, l'Italie qui a pris quand même des mesures drastiques. Je vous donne la parole. Non, mais c'est tout ça, c'est du vent. C'est du vent, genre. C'est pas du vent. J'ai pas envie de piquer un coup de gueule. J'ai pas envie de piquer un coup de gueule comme je l'ai piqué sur un autre plateau. C'était sur BFM la semaine dernière, parce que le slogan point de bascule m'a hérissé le poil. Quand j'ai entendu, la mort du jeune homme qui est Sassi, Mehdi qui est Sassi, est un point de bascule. J'ai cru que les bras m'ont tombé et je vous avoue honnêtement que j'ai intérieurement hurlé. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un gamin de 10 ans à Nîmes qui meurt avec son père, qui est dans la voiture de son père, qui meurt, c'est pas un point de bascule déjà ? Quand vous avez une étudiante qui, dans sa chambre, révise ses devoirs, ses examens, qui prend une balle de Kalachnikov dans la tête, c'est pas un point de bascule déjà ? Tout ça, ce sont des points de bascule. Et c'est pas depuis la mort de Mehdi Kessassi, ça fait des années que ça dure. Et ça me révulse quand j'entends ça. Pourquoi ? J'ai commencé au stup en 1985. Le point de bascule, cher ami, parce que les spectateurs nous regardent. Ouais. Mais non, parce que là, on s'attaque un militant associatif. Oui, c'est un point de bascule. Et les autres, c'est quoi ? Ils n'existent pas alors ? Non, ils existent. Mais le point de bascule, parce que vous parlez de faites référence au point de bascule. Ceux qui nous regardent, c'est important de leur préciser le point de bascule. Le point de bascule, c'est la notion, c'est un acteur politique. Et vous avez vu le bal des faux culs ? Moi, je n'appelle ça le bal des faux culs à son enterrement. Je vous laisse répondre. Avec tous les dirigeants de la bien-pensance française qui déjà eux-mêmes justifient la consommation de stupéfiants. Je rappelle que nous avons à l'Assemblée nationale, un certain Louis Boyard qui a admis devant des millions de téléspectateurs qu'il avait dealé du shit dans sa prime jeunesse. Ça choque personne. Oh, c'est bien sympathique, c'est fort sympathique. Ce monsieur est toujours député. Quand vous avez des députés qui consomment de la cocaïne, des produits de synthèse, qui sont toujours titulaires de leur mandat, vous avez un sénateur qui a drogué sa collaboratrice parlementaire qui lui-même est consommateur de tout parti. Vous avez des consommateurs de produits stupéfiants qui siègent à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Moi, je trouve ça
honteux que ces gens-là vivent encore avec l'argent du contribuable. Ça, c'est le premier point. Mais vous savez, sur ce point, pardonnez-moi de vous interrompre, Oui. parce que sinon Mais ça j'ai va pas être fini, monologue. hein. Mais pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Vous savez très bien que sur ce point, il faut simplement croire que les élus considèrent, et le pays aussi, notre opinion publique considère qu'il y a un devoir d'exemplarité de la part de notre classe dirigeante, que ce soit des élus, que ce soit des responsables économiques du monde privé. Oui. Nous ne sommes pas aujourd'hui un responsable, un leader d'opinion, un responsable, une personnalité qui est en charge, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, doit accepter, si on veut justement remettre le dialogue avec le peuple, eh bien il faut considérer qu'on a une obligation d'exemplarité. On est bien d'accord. Et donc ces gens-là devraient être purement et simplement renvoyés de là où ils siègent, et déjà que leur propre parti, de quelque couleur politique que ce soit, s'entend bien. On est bien d'accord. Je ne fais pas une focale particulière sur l'un, devrait être viré. Vous savez, moi je vais dans les salles d'audience. Je vais dans les salles d'audience. Quand vous faites la leçon à un type, un petit voyou de quartier, et qu'il vous dit, et qu'il répond au président, il y en a qui font pire que cela. Effectivement. Il a raison. Et trop longtemps dans notre pays, malgré tout, on a une sorte de complaisance à l'égard de la criminalité en col blanc. C'est ce dont vous parlez. Tout à fait. Donc vous dites qu'il a raison, ce jeune. Entre autres. Vous dites qu'il a raison. Bien sûr. Mais c'est humain qui vous disent, mais regardez, quand c'est l'autre, selon que vous soyez riche et puissant, la justice ne sera pas la même. Si vous ne payez pas vos impôts, vous allez avoir 10% de redressement. Monsieur Cahuzac n'a pas fait un jour de garde à vue. Pour que vos auditeurs, vos téléspectateurs comprennent bien, on n'est pas en train de dire que celui qui a commis une infraction ou un délit a raison de le commettre. On dit que son argument qui consiste à dire « vous me sanctionnez moi et vous me faites la leçon moi », alors que dans le même temps, il y en a qui font 100 fois plus que moi, eh bien, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous avez raison, Maître Beaujour, de le rappeler. Alors, monsieur le commandant de la police, je vais rappeler quelque chose de très important, pas parce que ça me fait plaisir de le rappeler, mais parce que c'est l'histoire. Sur ce sujet que vous maîtrisez d'ailleurs. Tout à fait. J'ai commencé en 1985 à la brigade des stupes au quai des Orfèvres. D'accord ? À l'époque, j'ai rencontré des vieux flics qui avaient connu d'autres vieux flics qui avaient travaillé sur le trafic d'opium à l'époque avec l'Asie du Sud-Est et la France. Ça ne nous rajeunit pas. Puis après, à Marseille, j'ai connu des flics moins anciens qui avaient travaillé sur la French Connection, d'accord ? Dans les années 60-70. Bon. Ensuite, j'ai travaillé personnellement, j'appartenais à un groupe qui a travaillé sur le cartel de Cali. D'accord ? Oui, absolument. Fin des années 90. Opération Margarita, vous pouvez consulter sur Google, vous y verrez que je ne raconte pas tout à fait des âneries. Là où je veux en venir, le cartel de Cali qui avait une implantation en France, en Allemagne et globalement partout en Europe. J'ai connu au quai des Orfèvres le premier officier de police qui a fait l'objet d'un détachement diplomatique avec les Pays-Bas. Et ce collègue, cet ami, à l'époque, faisait des rapports hallucinants sur la notion qu'avaient les Pays-Bas avec le trafic de stupes, qui déjà dans les années 80 était la porte ouverte à des tonnes de trafic, d'accord ? Et il y avait eu un incident diplomatique parce qu'à l'époque, le ministère de l'Intérieur et plus ou moins la diplomatie française avait fait remarquer la complaisance absolue, totale des Pays-Bas vis-à-vis du trafic international. Ça avait fait un incident parce que la Hollande, les Pays-Bas, s'était redressé sur ses ergots, avait dit comment, nous, un pays trafiquant, alors que c'était la stricte réalité, Adil. C'était la stricte réalité. Là où je veux en venir, vous allez voir où je veux en venir, c'est très simple. C'est que donc, le constat, il est clair. C'est que nous savons depuis très longtemps, depuis notamment la guerre du Vietnam, qui avait déjà été une porte ouverte vers l'héroïne, puisque il y avait eu une passerelle, justement, en fournissant de produits stupéfiants à tous les soldats qui eux-mêmes l'ont importé aux États-Unis. Mais là, je remonte très très loin et ça va trop loin dans le débat. Mais nous savons que la drogue existe, depuis des décennies, 2, qu'elle est montée en puissance également depuis des décennies, que la Colombie, à l'heure où je vous parle, a augmenté sa production de produits stupéfiants de cocaïne de 300%, et que si elle augmente de 300%, c'est qu'il y a 300% de consommateurs de plus, et que le Fonds monétaire international, donc c'est pas Jean-Pierre Colombiès qui le dit. Ça veut dire que c'est plus juteux, tout simplement. Mais bien sûr, mais il vous dit quoi, le Fonds monétaire international ? C'est que si demain, les grands pays producteurs de produits stupéfiants, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Afghanistan, j'y reviendrai à l'Afghanistan, ne produisaient plus, nous aurions droit à un collapse total de ces économies et donc une crise mondiale des paiements. C'est du fric, c'est du business, tout simplement. L'Afghanistan, nous avons eu la paix sociale en Afghanistan. Il est plus juteux
qu'avant. Mais bien sûr. Voilà. Mais il y a un autre problème de société qui se greffe. Est-ce que vous faites référence à cette manne? Oui, on a eu la paix en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé les seigneurs de guerre produire le pavot, qui est leur source première d'économie, Adil. C'est comme ça qu'on a la paix sociale en Afghanistan. C'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Et nous avons un problème sociologique aussi fondamental, parce que voilà des décennies que nous prenons l'individualisme forcené, performatif, et qu'à l'époque, on a produit, je parle d'avant-guerre, la pervitine, qui était une drogue de synthèse ultra performante, qui s'est aujourd'hui transformée en cocaïne, qui produit des sortes de surhommes. Donc ce que vous dites, et on revient, puisque vous m'avez interpellé en disant que font les politiques ou que peuvent faire, vous revenez à ce que je redisais tout à l'heure, sur ces sujets complexes qui existent depuis très longtemps. Effectivement, moi je suis tout aussi surpris qu'on dise point de bascule, ça fait un bout de temps, parce que quand je vous donnais cet exemple des homicides pour un petit département comme celui de la Guadeloupe, c'est juste énorme, 26 personnes, c'est juste énorme. Et là, c'était déjà des points de bascule. Et donc, on assiste à des phénomènes de violence et d'insécurité qui sont considérables. Le vrai sujet, et j'entends souvent dire, oui, je n'aurais pas, ici ou là, j'entends dire, en matière de sécurité, je n'aurais pas la main qui tremble, mais c'est pas une question, ça c'est de la posture. Pour moi, le vrai sujet, c'est quelles sont les 2-3 mesures qui vont être prises en France. Comment est-ce qu'on va, et vous voyez bien que sur la question du narcotrafic, on ne peut pas faire tout seul, c'est que peuvent faire avec nous, d'un côté, il y a l'aspect, la dimension européenne, et après, Union européenne. Qu'est-ce qu'on met ensemble pour pouvoir justement lutter, bloquer, éventuellement des blocages de comptes, parce qu'on sait, c'est certain que vous avez les organismes français qui sont chargés de regarder le flux financier qui entrent, qui viennent ou qui sortent ou qui arrivent en France. Mais quid à l'extérieur? Quels sont nos accords? Comment est-ce qu'on va travailler avec Parlons-en. Attendez, excusez-moi, il y a un point sur lequel je ne peux pas passer. Oui. C'est pas par rapport à ce qui vient d'être dit, bien évidemment. Il y a eu un déplacement de ministre à Marseille. Nunez, Darmanin, justice, police. Il manque pas quelqu'un? D'après vous, il manque pas quelqu'un de fondamental? Il est où le ministre de la Santé publique? Il est où? On parle d'un phénomène de société, d'addictologie, on parle d'un phénomène de drogue qui renvoie à un mal-être profond psychologique d'une société, d'une nation. Nous manquons de lits d'hospitalisation, nous manquons de services psychiatriques opérationnels. Nous évoluons tous au milieu d'une société qui va mal, avec des discours anxiogènes du matin jusqu'au soir, un matraquage. Et il n'y a pas de ministre de la Santé. Il est où? Jean-Pierre Colombiès et Jean-Claude Beaujour, s'il vous plaît. Je m'emporte un peu, Non, vous avez raison, non, c'est le lieu de toute façon. Vous avez parlé de mesures, Jean-Claude Beaujour, Maître Beaujour et Monsieur le secrétaire national donc, du parti Horizon. 2 questions. Vous répondez s'il vous plaît et on passera au 3e chapitre, si vous me le permettez. Est-ce qu'il ne faut pas, dans les mesures dont vous faites référence, est-ce qu'il ne faut pas instaurer un état d'urgence à Marseille? Premier sujet, première mesure. 2e mesure, vous avez parlé de quid tout à l'heure. Alors moi, le quid, je vous le soumets. Est-ce que ce n'est pas le quid de la dépénalisation du cannabis? Cela permettrait peut-être de faire tomber le trafic et ça laisserait plus le temps aux camarades, aux collègues de M. Jean-Pierre Colombiès de s'occuper, par exemple, des autres substances et d'autres choses. Alors, qui veut prendre la parole? Maître Beaujour. Je ne suis pas certain, il y a des expériences à l'intérieur de l'Union européenne, je ne suis pas certain que la dépénalisation du cannabis ait donné les résultats. Et pourtant l'État y trouve son compte. Non mais attendez, il trouverait son compte. Attendez, vous me posez la question, acceptez, c'est ma réponse. Je ne vous ferai pas le coup de Georges Marchais de Jean-Pierre. Il est bon. Il est beau. C'est pas votre question, mais c'est vrai. Là, c'est le secrétaire national du parti Horizon qui parle. Laissez-moi quand même répondre. Vous voyez bien que la question du cannabis n'est pas complètement tranchée. Deuxièmement, on vient de dire, et je viens de vous dire, sans être attaché à ce point, à dire il faut faire de l'hypersécurité, de l'hypersanté, on voit bien qu'il y a une palette d'éléments sur lesquels il faut travailler d'urgence. Vous avez dit qu'il manquait effectivement le ministre de la Santé, mais il manquait aussi le ministre des Affaires étrangères, parce qu'on ne va pas pouvoir lutter contre le trafic de drogue tout seul. Quand on est sur le fleuve Maroni et que vous avez le Suriname à côté,
vous ne pouvez pas faire sans avoir le Suriname avec vous, sans avoir les pays avoisinants. Ouais, après, non, mais attendez, je ne suis pas en train de dire qu'ils seront au même niveau, qu'ils vont dire oui, qu'ils vont juste... C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que même cette réflexion, on ne peut pas imaginer que sur un travail comme celui-là, on va décider tout seul, on va faire notre truc tout seul, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses à faire tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette palette, et j'ai regretté que le ministre des Affaires étrangères ne soit pas plus en pointe là-dessus au cours de cette réunion. Un autre élément sur lequel, et après, vous voyez, et je m'arrête là-dessus, vous avez raison de dire, et je vais même citer un ouvrage, vous avez raison de dire qu'il y a toute la politique de santé mentale qui n'est pas au rendez-vous. Et il se trouve que j'ai une amie, le docteur Magali Baudon, qui est une psychiatre bien connue, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, et qui m'a toujours dit, mais notre politique de santé mentale, nous avons pris un siècle de retard. Et des milliers de lits. Et des milliers de lits. Il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les gens. Donc et notamment la psychiatrie infantile. Absolument. Vous avez des gens qui sont dans la rue alors qu'on devrait s'occuper d'eux. Vous avez des gens qui occupent des places de prison alors qu'ils devraient être dans une unité de soins et qu'on ne peut pas soigner. Et qu'on ne soigne pas correctement. Donc vous voyez, ce sont autant d'éléments qui font que certains sont vulnérables. Ça entretient une société, une ambiance d'insécurité et qui fracture notre société avec un résultat qui ne peut pas être au rendez-vous parce qu'effectivement, ça n'est pas... Excusez-moi, monsieur le secrétaire national. Là, je vous aborde sur le côté politique. Vous savez très bien, vous l'avez dit vous-même, c'est une question de budget. Et donc de volonté politique. Parce que le diagnostic, il est fait, tout le monde le fait. Tout ça a fait l'objet de rapports, d'études, d'évaluations. Vous savez très bien qu'il y a une politique budgétaire qui est restrictive au maximum. Alors, ma réponse c'est la suivante. Je reviens sur ma réponse c'est la suivante. Si la sécurité pour nous, et pour moi c'est un point déterminant, fondamental, il n'y a rien s'il n'y a pas de sécurité. On peut parler on peut dire tout ce qu'on veut, il ne peut pas y avoir de développement économique, il ne peut pas y avoir de paix sociale, il ne peut pas y avoir de tout ce qu'on veut sans un minimum de sécurité. Moi je vais vous dire, là où j'étais, je n'imaginais pas tomber dans une société comme celle-là. Quand j'étais jeune, je voyais comment est-ce qu'on vivait en France et je voyais un certain nombre de pays. J'étais abasourdi en me disant, mais comment est-ce qu'on peut vivre caché ? Il m'est arrivé de séjourner dans un certain nombre de pays où les gens avaient des gardes privés pour leur maison parce qu'il y avait... Moi, je disais, mais qu'est-ce qu'on est bien en France ? Or, je vois que nous prenons petit à petit le chemin de ces sociétés-là. Donc, ça ne sert à rien. Même le bien-être, le confort matériel n'a aucun intérêt si on n'a pas de sécurité. Nous sommes bien d'accord. Donc là, c'est un point important. Jean-Pierre Flandre, sur les éléments, sur les mesures, sur le quid de la dépénalisation, sur l'état d'urgence. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question de manière synthétique et simple. Il n'y a pas de réponse simple. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on raisonne de façon simpliste, on légalise, il n'y a plus de trafic. Bon, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça pour plusieurs raisons. Un, parce que si l'État vendait ou autorisait la vente en boutique, c'est ça, on aurait un cannabis, notamment, parlons que du cannabis, qui serait je dirais, beaucoup moins nocif que le cannabis qui est vendu dans la rue. Et ça n'arrangerait pas le consommateur, parce que le consommateur veut un produit qui lui apporte ce qu'il recherche, c'est-à-dire de la réaction, de la densité toxicomaniaque, le THC. Mais bon, je ne suis pas là pour rentrer dans des détails plus techniques, mais il y a un autre sujet quand même qui est fondamental, c'est que moi, pendant 10 ans, tous les consommateurs de drogue, entre guillemets, durs, héroïne, cocaïne ou autre, étaient passés par le cannabis avant. C'est une étape. Donc légaliser pose un problème, parce que vous casseriez un verrou moral de l'interdit. Alors vous me direz, ça n'empêche pas les consommateurs de cannabis de passer, quoi qu'il en soit, de consommer déjà en connaissance de cause. Tout le monde sait que c'est illégal. C'est pour ça que vous évoquiez l'aspect répressif. Et le problème, il est là, c'est que tous les gouvernements n'envisagent le problème des stupéfiants que sur l'aspect répressif. Or, ça n'a pas de sens, parce qu'il faut à la fois un aspect médical, qui est évident pour moi, mais un aspect aussi de communication, de gouvernance, d'arrêter de matraquer les gens. Le politique fait de la politique. Oui, mais il le fait négativement. Oui, mais vous posez une question. Il le fait négativement. Et attendez que je vous dise.
pour une fois, on dit, oui, ça sera l'occasion, la campagne qui va s'ouvrir sera l'occasion d'un vrai débat avec les Français, parce qu'il faut arrêter de faire des déclarations à l'emporte-pièce lorsqu'il y a un problème. Donc on dit, voilà, c'est juste ça, et on dit, moi, je ferai telle chose. Alors qu'on voit bien que sur le sujet de la drogue, je vous ai dit, il faut une forme de fermeté, parce qu'il ne faut pas faire tomber ce verrou, mais il y a aussi l'accompagnement en termes de santé. Vous avez un accompagnement en termes de santé qui est inévitable, et il faut passer aussi par là encore, parce que c'est ça aussi que je voudrais quand même préciser, que les choses soient très claires pour vos téléspectateurs. Lorsqu'on dit, bien sûr, il faut des sanctions, il faut un cadre strict, et que l'on dit, mais il faut, et c'est même pas mais, et il faut aussi un accompagnement santé, on vous dit, finalement, vous êtes pour, vous êtes... on caricature. On caricature en disant, il est arrivé comme caricature en disant, mais finalement, c'est du laisser-faire, etc. Vous êtes laxiste. Mais je ne suis pas laxiste. Je suis réaliste, parce que je dis simplement, vous voyez bien que vous avez une inflation de mesures qui se veulent de plus en plus sévères sur le sujet. Et dans le même temps, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais vous venez de dire, globalement, on va se dire que la consommation explose, les prix explosent, et que vous avez un pays qui, de plus en plus, se laisse gangréner par le sujet. Parallèlement, excusez-moi, avec les produits antidépresseurs. Absolument. Ça va de pair. Donc on voit bien que ça n'est pas simplement en disant, on va rajouter une peine un tout petit peu plus sévère, il n'y aura plus de problème. Mais ça sert à rien. Attention, et j'insiste, il faut être sévère sur la sanction, et surtout sur les trafiquants, ceux qui gagnent de l'argent. Et il faut accompagner cela d'un traitement social. Ben oui, quand vous avez un système, et pardonnez-moi, mais quand vous avez un système où on ne peut pas, et c'est pour ça que je dis que c'est une palette de solutions, vous ne pouvez pas offrir du travail à certains jeunes qui vous disent quoi dans certains quartiers. La drogue me rapporte. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. Ça me scandalise. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Ça me scandalise. Oui, mais vous savez que ça va poser un problème social réel, et notamment que le corollaire, ce sera le corollaire de l'IA. Parce que si effectivement on va vers des suppressions massives d'emplois, notamment d'emplois non qualifiés, on va avoir un vrai problème social avec des pans entiers de la société qui n'auront jamais travaillé. Et non seulement jamais travaillé, mais surtout bien gagné leur vie par un système économique parallèle. Alors c'est là où je vous suggère de faire une émission sur effectivement la question de l'emploi et des transitions économiques, parce qu'il y a toujours eu des transitions économiques. Aujourd'hui, c'est l'IA. Avant, il y avait Mais vous savez, tout s'est accéléré, tout s'accélère considérablement. C'est vrai. Mais quand on se dit on va lutter contre le trafic de drogue, je redis, sanctions, encadrement, politique sociale sur le terrain. Il y en a marre, je vais vous dire, il y en a marre, Adil, il y en a marre que l'on ne se préoccupe pas, en tout cas suffisamment, qu'il n'y ait pas de politique de plan banlieue suffisamment massif pour que... mais il y en a eu des plans banlieue. Non, mais je dis massif au sens où le formation, emploi, insertion, sécurité dans les quartiers sont déterminants pour que ces gamins, ceux qui sont tentés par, vous savez, toutes les activités autour du trafic de drogue, pour pouvoir les mettre le plus possible à l'abri. Oui. Vous voyez bien d'ailleurs la complexité du sujet, extrêmement évidemment laborieux pour beaucoup d'ailleurs. Je vous laisse le soin de le commenter, d'en parler, évidemment, d'échanger entre vous, et vous le faites de façon extrêmement libre, et moi j'y tiens absolument. Dernier sujet, et on s'est mis en retard, mais on va tenter de rattraper évidemment ce retard. C'est comme l'avion. C'est comme l'avion. Et l'avion, il ne faut pas le rater, parce qu'effectivement, sinon, vous prenez le prochain. Parfois, on tente de rattraper le retard une fois en vol. On peut, vous avez raison. Dernier sujet, chers amis téléspectateurs, la récente étude publiée par l'IFOP, oh là là, elle a provoqué de la polémique, du débat. Le rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Elle a nourri alors là les gros titres de la presse nationale et internationale. Et celle-ci, qualifiée par beaucoup, contient des approximations, des raccourcis qui tentent à la fois grossir le trait sur une situation complexe, analysée notamment. On parle de 1005 sondés. Alors Légine, je vous pose la question et on finira cette émission de Pluriel TV avec ce sujet. C'est un sujet de la rédaction que je vous soumets. Les jeunes musulmans de France, parlons-en. Est-ce qu'ils sont de plus en plus religieux, rigoristes, comme le dit le sondage IFOP? Et puis ces réactions, plus récemment, elles interviennent, messieurs, alors que plusieurs associations musulmanes ont décidé de porter l'affaire devant la justice. Qui veut prendre la parole?
moi je veux bien. Jean-Pierre Colombiès, allons-y. Les mots ont un sens. Radicalité est un mot qui me gêne. Parce que radicalisme conduit à les excès qu'on connaît. Qu'il y ait un retour vers la religion, et notamment des jeunes, ça ne me surprend absolument pas. Après, c'est le sens qu'on donne à ce constat qui est problématique. Mais il n'est pas surprenant. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est généralisé. Pas simplement musulman. Moi, je vois beaucoup de jeunes, ça me surprend d'ailleurs souvent, des jeunes de 15, 20 ans, qui retournent vers le mysticisme. Et en fait, on assiste à un mouvement de contrebalancier, ou de balancier, si vous préférez, par rapport à une période qui nous a imprégné jusqu'à maintenant, qui est individualisme plutôt, d'ultra-individualisme de l'individu seul, atome isolé d'une société performative. Je reviens à ça, toujours à ça, parce que c'est fondamental. On a enseigné aux gens qu'il fallait être performant, qu'il fallait réussir, que le groupe ne comptait pas, on est dans le post-68 à 200%, clairement. Il y a eu des effets positifs dans le mouvement de 68, mais il y a eu cet état d'esprit-là qui, pour moi, était à l'inverse totalement contre-productif. Et on le voit bien, les jeunes, mais pas que les jeunes musulmans de fait, ont besoin de repères, ont besoin de se sentir ensemble, d'être rassurés. Parce que justement, on les bombarde de quoi ? De problématiques de virales, donc d'épidémies, de guerre, et maintenant de l'IA. On annonce sans arrêt, on va supprimer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Donc, il y a une interrogation. Il y a une interrogation sur le devenir. Et on se rassure, c'est une façon de se rassurer que de retourner vers quelque chose qu'on avait voulu oublier, qui est la foi. La foi, et à ne pas confondre avec le mysticisme, et le mysticisme dangereux, outrancier. Moi, je vois de plus en plus, effectivement, d'adolescents, de filles adolescentes notamment, qui portent le foulard. Alors, certains vont dire le voile, mais c'est une réalité. On voit de plus en plus de gamins, d'adolescents, qui marquent leur signe religieux, qui le montrent, qui l'affichent. Et je vois aussi des chrétiens qui affichent de plus en plus leurs convictions religieuses. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? J'en sais rien, et c'est pas à moi de le dire. Mais ça interroge vraiment sur ce vers quoi se dirige, je pense, la société de demain. Et pour moi, je suis intimement convaincu que c'est un mouvement de balancier, un retour vers ce qui est consolidé, des valeurs, un socle. Donc revenir à quelque chose qu'on a voulu détruire d'une certaine manière, c'est-à-dire le vivre ensemble, la famille, est quelque chose qui nous dépasse. Ça interroge. Ça interroge aussi pour vous, Maître Beaujour ? Alors, moi, je ne suis pas choqué que des jeunes reviennent plus nombreux en religion. Je suis moi-même de foi catholique, de pratique religieuse catholique, et on a dit au cours de ces derniers mois, un certain nombre de jeunes revenaient dans les églises, et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'on soit catholique, que l'on soit musulman, que l'on soit juif, l'action spirituelle... Protestant et évangélique, et parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, que l'on soit protestant. Je veux dire, ça peut être l'occasion pour nos jeunes, surtout quand ils sont jeunes, d'essayer de réfléchir à ce qui est essentiel, aux valeurs. Hier encore, il y avait quelqu'un, une de mes connaissances me disait, mais tu sais, moi je n'étais pas catho, mais j'allais dans les activités catholiques parce que finalement ça nous recentrait. On avait l'instruction, en tout cas il y avait les activités, les âmes vaillantes, etc. Eh bien, c'était l'occasion de s'interroger sur notre devenir et puis de voir comment est-ce qu'on pouvait vivre ensemble. Là où, et quelle que soit la religion, parce que j'ai été élevé comme cela, et vous verrez que je n'ai jamais de signe distinctif religieux, en dépit du fait que je suis croyant, parce que j'ai été élevé dans la culture de la séparation de l'Église et de l'État. Et dans l'institution républicaine française, suivant laquelle la religion relève de ma vie privée, et ce qui prime, ce sont les lois de la République, sur les lois religieuses. Moi, c'est ce à quoi je crois. Et je ne veux pas plus commenter ce sondage, non pas par peur, non pas par... non, tout simplement, je préfère m'attacher à ce qui est le creuset français, séparation, on dit de l'Église et de l'État, j'ai envie de dire aujourd'hui, séparation de toute activité religieuse, des institutions religieuses et de l'État, ça c'est la règle. Ce qui doit primer chez nous, ce sont les lois de la République. Et même si, ici ou là, je peux ne pas être d'accord religieusement avec telle ou telle loi,
il m'est arrivé de dire, quoi qu'on en pense, eh bien la loi de la République s'impose et c'est celle-là qu'il faut respecter. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à ces choses simples qui ont fait qu'hier, et encore aujourd'hui, je vais vous dire, mais je vais avec des amis, je fête le Shabbat avec des amis, je vais à la mosquée avec un certain nombre, j'ai de très bons amis qui sont, on partage des choses, nous sommes quasiment amis frères avec des hommes et des femmes qui sont de religion musulmane, etc., etc. Et je vous dirai pas, je suis pas raciste parce que je suis l'ami de Boubacar, hein, c'est pas du tout cela. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est que c'est avant tout ce qui nous rassemble. Et moi, ce qui compte chez un individu, c'est qu'on partage les mêmes idéaux. Moi, je ne connais pas votre religion. Vous êtes vous et j'ai pour vous beaucoup de respect. Ça s'appelle d'une certaine manière pratiquer un œcuménisme républicain. Et ça me va très bien. Le gros problème, c'est, et on est obligé de le soulever comme problème, c'est que dans ce sondage, il était dit aussi que certains n'auraient pas trouvé d'un mauvais œil que la charia prenne le pas sur les lois républicaines. Et ça pose problème. Mais ça pose problème. Vous avez vu que j'ai bien dit que ma conception, et celle-là, pour moi, elle n'est pas négociable. Les lois de la séparation, République, on est bien d'accord. Et les lois de la République sont supérieures à toutes lois religieuses. Ça doit s'imposer à tous. Donc, vous voyez que ce soit la charia, tout à fait, oui, non, mais on est d'accord. Je connais un peu. Non, mais je partage totalement ce point de vue, on est d'accord. Parce que précisément, je ne veux pas tomber dans le piège qui consisterait à opposer musulmans et non-musulmans, parce que finalement le débat tourne autour de cela. On veut absolument opposer de manière bienveillante ou malveillante. Moi, ça n'est pas mon sujet. Finalement, la laïcité, peut-être, est-ce qu'elle est là aussi pour protéger les différentes religions ? Absolument. Est-ce que c'est pas l'unique seul pays qui reste dans ce monde-là où justement la laïcité protège les religions ? Ce sera ma dernière question, parce qu'on a tendance à l'oublier. Alors, tenez, Jean-Pierre Colombiès. Mais c'est pour moi, c'est un fait incontestable aussi. C'est ce qu'ont pas compris certains, de beaucoup de bords d'ailleurs, hein, pas simplement du côté musulman, parce que c'est facile aussi de stigmatiser ça. Bon, il se trouve que la plupart des attentats ont été commis par beaucoup ont regretté, les associations musulmanes regrettent l'amalgame qui a été fait. Et bien sûr, mais c'est aussi aux associations musulmanes de condamner systématiquement lorsqu'il y a des actes de malveillance, crimes ou autres, qui sont commis par des musulmans. Elles ont décidé de faire porter l'affaire devant la justice. Oui, mais il ne faut pas se tromper d'ennemis non plus. Faut faire attention à ceux qui, en interne, n'ont qu'un désir, c'est l'opposition des communautés. D'accord ? Parce qu'il y en a dans tous les côtés, y compris chez les cathos, chez les chrétiens, on va dire de manière globale, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'une guerre de religion. Ça, c'est leur obsession, de tous les côtés. Et ça, c'est notre ennemi mortel. Et la République, dans ses fondements, doit être, mais alors, un bloc, mais inamovible. Donc le modèle français, finalement, c'est un des meilleurs. Moi, c'est un des meilleurs. Moi, ça sera ma dernière question. Non, parce que c'est fondamental ce qu'on se dit là, c'est très important. Bien sûr, c'est la garantie des libertés religieuses, justement, qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Absolument, j'insiste sur le fait que je revendique, et il nous faut retourner à cette très vieille règle, séparation de l'Église et de l'État, sans pour autant, et là-dessus, parce que j'entends dire oui, mais sans pour autant nier le fait qu'on a une tradition chrétienne, ce qui n'est pas incompatible. Il y a des pratiques. Alors on me dit oui, mais alors est-ce qu'il faut donner ou retirer des fêtes religieuses, etc. Je veux dire, jusqu'à une période récente, tout cela a pas trop mal fonctionné. Bien sûr. Et c'est là, peut-être à cela qu'il faut retourner, plutôt que d'essayer de construire quelque chose qui sera... les juifs et les musulmans fêtent Noël. Moi, je crois, je vais vous dire, parce que j'ai bien compris que c'était la fin. Moi, je dirais, pour résumer, qu'il faut surtout qu'on se remette au travail pour pouvoir, j'ai envie d'y réfléchir à cette promesse républicaine qui n'est peut-être pas au rendez-vous. C'est l'occasion, vous disiez homme politique, je ne sais pas, mais c'est l'occasion dans cette campagne qui va s'ouvrir. La campagne, ça sera une campagne de vérité. Moi, j'invite tous ceux et celles, et je vous invite, mon commandant, à venir réfléchir avec nous pour qu'on puisse essayer autour de quelques objectifs, trouver des solutions qui soient acceptables, qui soient faisables, qui ne soient pas de la démagogie, parce que nous avons tous à perdre à ce que les choses ne fonctionnent pas. Vous comme moi, comme tous les autres, comme tous ceux qui sont qu'on soit dans les quartiers, qu'on soit dans les grandes villes. Une main tendue, si j'ai bien compris. Alors je ne suis plus commandant, cela dit. Ex-commandant. Vous savez, c'est comme le statut ancien ministre. On dit monsieur le ministre. On dit monsieur le ministre. Parfois, c'est toujours le statut. C'est le statut. Ça montre que oui, mais c'est important. En vous disant, commandant,
c'est aussi un rappel du respect de l'institution parce qu'elle nous sert. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Elle nous sert. C'est très bien de vénérer, et je dis bien, c'est très bien de vénérer un grand sportif, une grande dame de la musique, etc. Pour moi, il est important. C'est aussi en montrant l'exemple qu'on est capable de respecter nos institutions. Merci infiniment. Merci infiniment, messieurs. C'était une émission extrêmement riche, constructive. Merci infiniment à vous deux. Merci, je le rappelle, et le débat continue d'ailleurs. Vous le faites très très bien. Vous commentez. Vous analysez d'ailleurs avec votre regard, votre point de vue. Merci à Jean-Claude Beaujour, à la fois avocat, maître Beaujour, mais également aussi le secrétaire national du parti Horizon. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, est un acteur complètement engagé, je crois que vous l'aurez compris. Merci messieurs. Merci infiniment, le débat continue. Merci à toute l'équipe, à Axel à la réalisation. On se retrouve très vite dans Pluriel TV. Portez-vous bien, mais surtout, ça me suit partout. On ne lâche rien. On ne lâche rien.